Salut, c'est Kalindi et vous écoutez Toute Première Fois. À chaque instant, parce que moi tu me mets un micro dans la main, je n'ai plus aucune limite. Je raconte. C'est très bien pour le podcast du coup. C'est très bien, mais après tu vois, je me réveille dans la nuit, j'ai honte, j'ai des sueurs froides et je me dis putain, j'ai encore dit n'importe quoi. Nous sommes à la fin du mois de juin, en pleine canicule parisienne. Avec l'autrice Kalindi Rumpel, nous optons pour 2 Schweppes agrumes glacés, une boisson de son enfance, dans la jolie cour ombragée de l'hôtel Villa Modigliani. Je la retrouve pour discuter de son très beau premier roman, Les Jours Mauves, sorti chez J.C. Lattès en mai 2024, mais aussi parce que la jeune trentenaire est décidément très productive, de son 2e livre, Greta et Marguerite, publié en avril dernier. 2 récits passionnants qui interrogent les liens familiaux et amicaux que l'on noue, avec beaucoup d'humour et de poésie. 2 œuvres dont l'inventivité et la fantaisie m'ont beaucoup touché et donné envie de rencontrer celle qui leur a donné vie. Kalindi Rumpel est à leur image, captivante et hilarante, pleine d'histoires et de digressions surprenantes quand elle me parle de littérature, de son amour pour l'écriture depuis son adolescence et de son tout premier roman qui a disparu le jour où on lui a volé son ordinateur. Je n'en dis pas plus pour ne pas spoiler cet entretien, l'un des plus passionnants depuis que j'ai commencé ce podcast en 2020, mais je ne peux que vous conseiller de lire ces 2 premiers livres, parfaits pour supporter ces longues et chaudes journées d'été. Toute première fois, saison 4, épisode 12, Kalindi Rumpel. Bonjour Kalindi, tu viens de publier ton 2e roman, Greta et Marguerite, 1 an après seulement ton premier roman, Les Jours Mauves. Les 2, je les ai vraiment beaucoup aimés et c'est pour ça que je voulais te voir aujourd'hui. Déjà parce que... Déjà, ça me fait trop plaisir, je suis trop touchée. Non mais c'est vrai, je trouve que ces 2 romans sont très forts, l'histoire est assez originale, le ton aussi. Et du coup, je me suis dit, j'ai vraiment envie de discuter de tout ça, avec notamment une ancienne collègue journaliste, parce que du coup, je sais pas si on peut dire ancienne, ou si on peut dire que tu as toujours ta casquette de journaliste. Non, je veux plus jamais écrire une ligne d'un article. Laissez-moi en paix. Maintenant, en fait, j'ai tellement souffert d'être journaliste. Désolée pour toi, Clément, je sais, c'est une si belle profession que tu fais, mais moi, raconter le réel, ça m'ennuie. Donc, non, je veux plus jamais faire ça. Je dis ça, et après, les gens vont plus jamais me proposer du travail. Et quand plus personne voudra publier mes romans ou mes podcasts, je serai obligée, tu sais, de faire un peu le tapin et plus personne ne voudra de moi, ce sera affreux. Donc non, j'adore les journalistes, c'est une profession que je trouve formidable et absolument nécessaire et essentielle, mais c'est pas pour moi. Moi, j'aime romancer ce que je raconte, j'aime tordre un peu le cou au réel pour, tu vois, emmener mes histoires dans des contrées un peu fantaisistes, voire un peu saugrenues et rigolotes, et c'est quelque chose que je pouvais pas faire quand j'étais journaliste. C'est exactement ce que j'ai te demandé parce que alors le Moyen-Orient sous l'angle de l'humour, bon, non ça va pas, tu vois. Mais c'est exactement ça ce que j'ai te demandé, parce que c'est 2 métiers qu'on compare facilement, j'ai l'impression. Le métier journaliste et d'écrivain, alors que par le biais de l'écriture, comme on est un journaliste de l'écrit, comme toi tu travailles chez Mademoiselle et dans d'autres médias, alors que pourtant c'est pas du tout la même chose. Et justement, comment t'as switché de journaliste à autrice? Est-ce que t'as rencontré des difficultés et comment est-ce que t'as fait justement pour affirmer ce nouveau métier? Est-ce que c'était compliqué? C'est une très bonne question, la dernière surtout, dans tes 8 questions que tu viens de me poser. Non, mais t'as complètement raison, il y a un truc on associe souvent ces 2 métiers. On a de la chance, on a des oiseaux qui chantent derrière nous, c'est formidable. C'est super, c'est hyper bucolique là où on est pour nos auditeurs, vraiment, dans une petite cour arborée, c'est joli comme tout. Mais non, il y a un truc où, en effet, ça n'est pas du tout le même métier, mais je crois qu'il y a beaucoup de journalistes qui veulent s'essayer aussi à l'écriture de fiction, et donc c'est pour ça aussi, je pense qu'il y a tellement de journalistes qui sont devenus écrivains, mais qui continuent à piger et tout. Je pense que c'est pour ça que dans l'esprit des gens, c'est un peu confus. Mais moi, en fait, comment j'ai fait? Il s'avère que moi, j'ai toujours écrit de la fiction. Toujours, depuis que je suis petite fille. C'est mon endroit de sécurité. Et donc, j'ai commencé par écrire des petites nouvelles quand j'étais petite fille, qui étaient extrêmement mauvaises. Évidemment, normal, j'étais une petite fille, tu vois. Et en fait, j'ai écrit un premier roman quand j'avais 17 ans qui s'appelle La femme de la rue Le Pic, qui était une merde sans nom. Un truc, mais pardon, je viens de te marcher sur le pied. Un truc, mais affreux. Et en fait, il s'est avéré que 10 ans plus tard, donc il y a quelques années, là, je me le fais voler. On me vole, on me cambriole et on me vole mon ordinateur dans lequel il y avait le manuscrit. J'avais évidemment pas fait de sauvegarde. Ce qui fait que je perds ce manuscrit. Je me dis merde, je pourrais plus jamais prouver à qui
qui que ce soit qu'en fait j'ai écrit un premier roman à 17 ans, dommage. Et je me dis toujours, imagine un jour, je vais dans une librairie et il y a genre un livre de merde, je lis, je me dis c'est vraiment de la merde, mais ça me dit un truc. Ah putain, c'est moi qui l'ai écrit cette bouse. Et en fait c'est un best-seller et mon cambrioleur l'a sorti. Enfin je me dis toujours, tu vois, c'est possible, on n'en sait rien. Et t'avais pas de copie, rien du tout, donc ce roman est dans les limbes quelque part. Exactement, il appartient à des brigands quelque part dans le monde, je ne sais pas où. Mais non, c'est terrible. Et donc voilà, ça c'était ma première vraie grosse expérience d'écriture. Avant ça, je me la pète un peu, j'avais gagné un petit concours de nouvelles au lycée Léonard de Vinci à Levallois-Perret. Donc j'ai toujours écrit de la fiction, j'ai toujours écrit des histoires, j'ai toujours romancé. Et moi, ma mère, ça l'agace parce qu'elle me dit toujours, ça s'est pas exactement passé comme ça. Et je dis, mais qui s'en fout de comment ça s'est vraiment passé? L'intérêt, c'est que les gens ils soient divertis, tu vois. Oui. C'est ce que je fais dans mes podcasts et mes amis elles me disent, t'as tellement exagéré en racontant ça. Je suis là, oui, j'estime que c'est mon métier d'exagérer, tu vois. Pour moi, c'est professionnel. C'est le fait d'être un artiste. Bah peut-être, ouais. Et tu sais, mais je crois que c'est une vraie question. J'ai l'impression qu'on considère pas les écrivains comme des artistes. Et j'ai jamais compris pourquoi je suis là. Pourquoi c'est tellement agaçant. Même quand tu sais, je vais payer mon URSSAF tous les mois. Je dois payer mon URSSAF avec ma micro-entreprise, bref, vous en foutez. Mais je dois aussi payer l'URSSAF artiste-auteur. Ouais. Et je me dis, mais dites l'URSSAF artiste, c'est la même chose. Ouais. Mais non, là, il distingue artiste et auteur, tu vois. Et du coup, je suis là, je comprends pas, c'est la même chose. Bref, bon, c'est un autre sujet. Parce que le métier d'auteur, c'est quelque chose de très intellectualisé, donc on dit c'est intellectuel. Or que les artistes, c'est quelque chose de plutôt populaire, alors qu'on voit la figure de l'auteur comme quelque chose de plus au-dessus de la société, quelque chose comme ça, je sais pas. Est-ce qu'il y a... Peut-être, mais moi je me considère pas comme une intellectuelle du tout. Et moi je disais ouais, évidemment, alors que non, pas du tout, je savais pas ce que t'allais dire. Non, moi j'avoue, je me considère pas du tout comme une intellectuelle et ce que j'écris ne relève pas de la littérature fondamentalement intellectuelle, je crois, tu vois, mais plus du grand divertissement populaire. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai à cœur de faire. Je n'ai aucune ambition de grande littérature parce que déjà, c'est pas ce que je consomme. Et ensuite, c'est parce que je crois que je m'ennuierais profondément et je suis même pas sûre d'avoir les qualités nécessaires pour le faire. Mais pour répondre à ta question, le pont, il s'est fait tout simplement parce que je travaillais encore comme journaliste quand j'ai commencé à écrire mon premier roman. D'accord. Et tu sais, j'écrivais le soir, j'écrivais en vacances, j'écrivais le week-end. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'aimais tellement cet exercice-là que je me suis dit, attends, mais en fait, quitte ton travail. Tu peux plus blairer ton travail, tu peux plus blairer tes collègues. Je les embrasse, hein. La plupart sont restés mes amis. Mais bon, à ce moment-là, je pouvais plus les blairer. Ça tombait bien, mon père venait de mourir. Donc j'avais vraiment, tu vois, un vrai sujet d'écriture. Je me suis dit, bon, bah écoute, non seulement t'as un sujet d'écriture, mais en plus, tu peux mettre ça sur le dos de ton père est mort. Tu peux demander une rupture conventionnelle plus facilement. Si les RH de Mademoiselle nous écoutent, feu Mademoiselle. Oui, feu Mademoiselle. Feu Mademoiselle, un média qui a malheureusement disparu comme d'autres médias féministes avant. Ouais. Dont j'ai fait partie moi aussi chez Cosette. Ah, t'étais chez Cosette, mais oui, c'est ce que m'a dit Lucie. Ouais, du coup, voilà, feu Mademoiselle, mais donc du coup, tu es partie de Mademoiselle pour écrire. Pour écrire, et en fait, je suis partie il y a 3 ans, en me disant, mais ça va pas ou quoi? Je ne veux plus jamais remettre un pied dans un bureau. L'autre jour, j'ai fait un podcast chez Deezer et vraiment, il y avait un type qui m'a montré les bureaux et tout qui était là. Alors là, c'est la salle de yoga, là, c'est le minibar. Je suis là, je m'en bats les couilles. Pour moi, c'est l'horreur. Je ne veux plus jamais entendre parler d'un bureau, quel qu'il soit, de collègues, de cantine. Je ne veux plus. Ça m'a rendu allergique et en fait, je me suis dit, je prends mon courage à deux mains, je vais galérer pendant longtemps. Il s'avère qu'en fait, j'ai pas commencé tout de suite par ne faire que ça. J'ai animé des ateliers d'écriture, je piégeais encore un petit peu, j'animais des rencontres cinéma, j'avais mes podcasts qui me rapportaient de l'argent, j'avais un gros pied chez Mademoiselle, je faisais 3 podcasts chez eux, enfin tu vois, et puis j'ai créé mon podcast 4 quarts d'heure, ça a tout de suite hyper bien marché, donc ça a été monétisé rapidement, et donc Les Jours Mauves est sorti, j'ai eu de la chance que ça marche un petit peu, suffisamment pour me rapporter un peu de sous, me faire croire que potentiellement un jour je pourrais peut-être ne vivre que de l'écriture. Et puis tu vois, là, Greta et Marguerite est sorti, ça marche un petit peu aussi, j'ai de la chance. Et donc là, je cumule... Donc en fait, pour moi, ça s'est fait progressivement, mais surtout, ça s'est fait dans la sécurité de la certitude. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, je savais déjà que j'étais pas faite pour la vie en entreprise. Vraiment. Et je savais que, enfin moi j'aime bouger, je supporte pas de rester ici, Paris me brûle la peau, donc j'aime avoir la liberté d'écrire où je veux. Et tu vois, le premier je l'ai écrit en grande partie en Grèce sur une île où je vais tous les ans. Mon deuxième je l'ai en partie écrit en Finlande, je l'ai écrit en Grèce, je l'ai réécrit à l'île Maurice, je l'ai écrit dans ma maison dans le Perche. En fait j'écris partout sauf ici, à Paris. Je comprends pas qu'on puisse être créatif à Paris, qui est une ville qui dévore l'âme de qui s'y frotte vraiment.
Et c'est une Parisienne pure souche qui vous dit ça. Je suis née, j'ai grandi à Paris, mais cette ville me dévore. Bref. C'est peut-être pour ça que tu voulais la fuir, parce que tu la connais et que tu... Exactement, tu as tout compris. Et tu sais plus comment trouver l'inspiration, mais justement, avant de parler des Jour-Mob, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce premier roman qui a disparu. Justement, de quoi il parlait, parce que du coup, tu parles de la rue Le Pic qui est centrale dans le deuxième roman, du coup. Vrai. Donc je me dis, est-ce qu'il y a des ponts? Est-ce que tu as repris des bouts de ce premier roman pour ton premier et ton deuxième roman? Comment Pas du tout. Mais c'est vrai qu'il y a une obsession avec la rue Le Pic. Toute particulière. Mais tu veux que je te raconte pourquoi ou pas? Bah oui. Parce que un de mes premiers jobs quand j'ai eu 18 ans et des brouettes, ça a été de tenir une petite galerie d'art rue Le Pic qui s'appelle Little Big Gallery. C'est connu comme Ah, tu crois? Il y en a qu'une ou plusieurs dans Paris? Il y en a qu'une, c'est vraiment un tout petit truc. Chose, ouais. C'est minuscule et c'est tenu par une copine de la mère d'une copine, bref. Et tout un été, pendant 2 mois, j'ai tenu cette galerie qui vendait des objets de sport reprisés des années 30 avec des photos de l'Océanie, je crois, au-dessus. Enfin bon, bref. Et j'ai adoré. Et en fait, ça a été ma première expérience d'adulte. Tu sais, dans cette petite galerie où j'avais mon habitude d'aller manger au restaurant à côté, au relais machin, là je sais plus comment il s'appelle, je crois que ça n'existe plus d'ailleurs. Puis j'allais boire un verre avec mes copines. Puis tu vois, c'était les premiers fragments de ma vie d'adulte, je les ai vécus là, j'ai adoré. Et la rue Le Pic est devenue une obsession. Et ce premier roman racontait ma première histoire d'amour qui a été une horrible histoire d'emprise avec un homme plus âgé que moi, qui a fait du mal à peu près toute ma famille. Et c'était un récit presque plus qu'un roman, mais il y avait des passages romancés. Mon héroïne devenait très amie avec une prostituée de la rue Le Pic, alors que, bon, a priori, j'en ai jamais vu rue Le Pic, mais bon, voilà. Donc c'était un peu romancé, mais c'était mon histoire. Et ça, je suis très contente qu'on me l'ait dérobé parce que c'était, tu sais, plein de la mièvrerie et du premier degré adolescent que j'étais encore un peu. Et du coup, quand on me l'a dérobé, je me suis dit, bon, bah, c'est une bonne chose. Mais là, je te donne une petite information, c'est que, tu vois ce que c'est que la lettre Zola ou pas? Non. C'est une super initiative créée par des jeunes écrivains, notamment Louis Vandel qui a écrit Solal ou la chute des corps, chez Stock je crois, bref. Et Louis, il a créé ce truc qui est donc, en fait, tu dois t'abonner au format et tous les mois, tu reçois dans ta boîte aux lettres un récit inédit de 50 pages d'un écrivain contemporain. Tu vois, mais je connaissais pas le nom, mais j'ai entendu parler du projet. Tu l'as vu, ils sont passés chez Quotidien et tout, le format est super et il cartonne. Et donc, je fais celui-là de l'été, je fais la lettre de août, je crois. Et tu vas réécrire... Et je raconte cette histoire en fait, et qui s'appelle Ariane fabrique la nuit ou l'effet vertigo. Et là j'ai récupéré, pas dans le texte parce que je n'ai plus le texte, mais je réécris cette histoire. Et mon Dieu que c'est mieux d'écrire. Je veux pas décourager les gens qui ont 18 ans. Et c'est normal, il faut écrire du mauvais avant d'écrire des trucs. Beaucoup écrire pour justement pouvoir tailler dedans après et voir. Exactement. Imagine ton écriture et ce que t'aimes faire. Et... Moi j'écris des quantités de merde abyssales et j'en garde une petite partie, tu vois. mais vraiment, moi sur ce que j'écris, il y en a tellement que je jette. Et en fait, au début, tu sais, c'était traumatisant de jeter quasiment la moitié de ce que je faisais. Maintenant, je suis là, c'est mauvais. Enlevons, c'est pas grave. Déjà, je sauvegarde dans un document Google. Mais au-delà de ça, en vrai, les gens, je pense qu'ils ont peur de perdre de la matière intellectuelle. Mais il y en a toujours en haut, c'est pas grave, on peut Enfin, ça ne part jamais, tu vois. Enfin, sauf quand on vieillit, qu'on devient complètement con. Mais tu vois, avant ça, bon. Surtout si tu sauvegardes, tu le mets de côté, du coup, tu peux toujours y accéder. Si tu as envie de revoir, de dire comment j'ai voulu réécrire ça, est-ce que je pourrais pas le réécrire, est-ce que je pourrais m'en servir. Mais bien sûr, moi, il y a des trucs que je récupère. Là, tu vois, pour mon 3e roman que je suis en train d'écrire, je suis carrément allée piocher dans des trucs que qu'on m'a dit non auxquels on m'a dit non pour le 2e. C'est trop long, lui, on s'en fout. Je suis là, lui, on s'en fout, t'inquiète, je vais lui mettre des lunettes, un autre nom, et il va revenir dans le 3e. Et ta vie, du coup, parce que c'était une de mes questions, en fait, de ce que tu m'as dit là, a beaucoup inspiré, du coup, tes 2 premiers romans, parce que ton premier roman, du coup, ton personnage, son père meurt, et elle se lance dans une grande odyssée pour disperser ses cendres au-dessus de son PMU préféré, qui est dans une sorte de montagne, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, super belle. Je fais ça de mémoire parce que je l'ai lu l'année dernière, mais je l'ai relu là avant de venir quand même. Mais t'es trop sympa. En grande partie quand même. Mais j'essaie. J'ai jamais fait ça quand j'étais journaliste. Relire un livre, ça va pas ou quoi? En grande partie. Mais et justement, donc je me demandais si c'était à quel point c'était ta vie personnelle qui l'avait imprégné. Donc du coup, d'après ce que tu dis, beaucoup. En grande partie, est-ce que c'est compliqué justement? Je me demandais
mettre du perso dans ces projets-là? Et est-ce qu'en même temps, on n'est pas obligé d'écrire un peu sur des choses qu'on connaît? Et à quel point tu t'as édulcoré un peu? Est-ce que tu as pris de la distance ou finalement tu as eu besoin de tout mettre un peu par écrit de ta vie? Tu me poses de très bonnes questions, Clément. T'as vu, je te félicite tellement sur ton métier. Le réflexe de journaliste de quand l'interviewé ne sait pas trop quoi dire et qui dit... Enfin, il a plein d'éléments de réponse qui viennent en tête et du coup, il redit pour avoir le temps de réfléchir. Évidemment. Ah, très bonne question. Évidemment. On voit que tu as été journaliste. Alors... en fait, au début, tu vois, quand j'ai écrit Les Jours Mauves, en effet, c'est complètement inspiré, pas forcément de ma vie, parce que oui, ça raconte, moi j'ai perdu mon père, j'ai écrit après, la séquence de l'incinération est vraie, il y a eu cette fête, machin. On a voulu faire cette odyssée, partir disperser les cendres de mon père, pas de chance le Covid, donc on ne peut pas le faire, et en fait c'est le voyage que j'aurais aimé faire, et donc voilà, j'ai inventé des liens entre les personnages, et en fait le roman très rapidement rentre dans la pure fiction. Et le truc c'est que j'ai beaucoup aimé au départ, pour me rassurer, mais je crois que c'est le cas de beaucoup de gens, commencer par m'écrire, et même dans le deuxième, il y a une de mes héroïnes qui s'appelle Greta, qui est beaucoup inspirée de moi, mais tu vois, c'est quelque chose que j'ai tout à fait envie d'abandonner dans le troisième, parce que je me sens prête à ne plus exister dans ce que je fais. Et en fait, je me suis rendu compte assez naturellement que les personnages que je préférais écrire étaient ceux qui n'existaient pas et ceux qui ne me ressemblaient en aucun point. Ouais. Et tu vois, comme Marguerite. Ouais. Marguerite, je me suis éclatée à l'écrire parce qu'elle est ma stricte opposée. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, parce que moi, me raconter toute ma life, je vis déjà avec ma tronche. Je vais chez le psy, enfin, tu vois, j'en ai la pleine bouche de moi, tu vois. Et je suis fatiguée. En l'occurrence, tu vois, pour écrire cette lettre Zola, l'exercice je vais pas mentir, était assez pénible. Parce que de repartir en terre du passé, réexplorer des endroits de difficulté, alors que tout ça, je l'ai traité en psychanalyse depuis des années, j'ai fait des choses bien. J'ai pas besoin d'aller rediguer, tu vois. J'en éprouve plus le besoin. Aujourd'hui, je me sens très très bien dans ma peau et dans ma vie, et notamment grâce à l'écriture et au formidable pouvoir de ce premier roman qui a été tellement émancipateur. Et en fin de compte, tu vois, là, j'ai eu une conversation super avec ma meilleure amie Élise Piécoc, qui déteste que je dise son nom de famille, c'est pour ça que je le fais systématiquement. Mais ma meilleure amie m'a dit... quand elle a lu Greta et Marguerite, elle me dit, écoute, j'ai trouvé ça super, mais je trouve que tu peux encore moins te mettre dans le texte. Elle me dit, je pense que c'est un bouquin de transition et que dans le prochain tu seras une vraie romancière, non pas que Élise décide de qui est vraiment romancier ou non, mais je veux dire, mais j'ai trouvé que c'était intéressant de dire qu'en fait il y a un moment où tu es prêt à totalement t'abandonner. Mais est-ce que c'est possible ça? Moi je me demande, dans les œuvres culturelles, à ne jamais écrire sur des choses qu'on connaît, totalement impersonnelles ou quoi, parce que j'imagine que tu peux créer des personnages comme tu as fait dans tes premiers romans qui sont les de toi, mais à quel point tu arrives justement, alors du coup peut-être que là ton métier de journaliste arrivera pour t'aider à faire des recherches, choses comme ça, sur des cultures ou des choses que tu ne connais pas, mais est-ce que tu penses que c'est possible d'avoir quelque chose de totalement dépersonnalisé? Oui, tout simplement. Non, en fait, tu vois, par exemple, mon troisième, je te dis des conneries, en fait, c'est si tu veux, je pense qu'il faut toujours s'inspirer des choses qu'on connaît. C'est juste, je veux pas m'inspirer de moi, ma tronche. Oui, c'est tu vois. Là, je fais un peu le distinguo. Le troisième, mais je suis en train de l'écrire, c'est en partie l'histoire d'une personne de ma famille à l'île Maurice. D'accord. Ça parle, alors, en fait, c'est un roman en 2 parties. La première partie est totalement fictive, se passe dans le sud de l'Espagne, une histoire absolument tragique, que j'adore. Moi, je veux écrire du drama. J'adore ça, j'adore plein de drames familiaux, j'adore ça. Très grave et tout, mais avec beaucoup de légèreté, c'est ça que j'aime faire. Et dans la deuxième partie, on s'en va à l'île Maurice. Je vous raconte pas pourquoi mon héroïne et mon héros s'en vont. Et dans la deuxième partie, c'est l'histoire d'une femme qui est enfermée dans un bazar qui s'appelle le bazar de Petite Rivière et qui a été mariée de force à un homme qu'elle n'aimait pas. Donc ça parle du mariage arrangé. Donc ça, je m'inspire de l'histoire de ma tante, mais pour le romancer, pour la rallier avec cette histoire complètement inventée. Et en fait, je pense, tu vois, quand je donne des ateliers d'écriture, quand je les anime, il y a des meufs qui me disent, mais comment on fait pour avoir toujours des idées? Je dis, alors attends, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est comment vous pouvez ne pas avoir d'idées. Si vous n'avez pas d'idées, il y a un truc imparable. Bougez de chez vous. Il y a vraiment, c'est le seul truc en fait, tu vois. Je veux dire, les histoires, elles sont partout, elles sont dans la rue. Si tu descends au café chez toi, après, je sais que c'est pas facile, surtout quand on est une femme, mais tu vois, d'aller au bar le soir. Tu vas au bar à 20h30, 21h. Tu bois un verre seul au bar et tu regardes les gens, mais tu as 5 idées de romans. Les gens sont des sources intarissables de comiques, de tragédies, tu vois. Et je leur dis, c'est un exercice que je leur donne, c'est voilà, dans la semaine, prenez une demi-heure
vous posez à une terrasse et vous notez ce que vous observez, ce que vous écoutez, regardez comment les gens marchent, comment ils rigolent, comment ils s'embrassent, comment ils se meuvent, tu vois. Et là, vous aurez forcément une histoire qui va finir par naître. Et en effet, ça arrive toujours. Donc, je trouve que c'est... sur des choses extérieures, mais qui restent quand même, du coup... Là, ça reste un peu dans ton cercle familial, en tout cas. Là, c'est vrai que dans mon cercle familial... Mais parce que c'est des histoires qui sont... Parce qu'en soi, ça aurait pas été ma tante, mais... non, Jacqueline, du coin, ça m'aurait intéressé de le raconter. D'ailleurs, dans la première partie, il y a une histoire que je pique complètement à la grand-mère de mon mec. Et je demande toujours aux gens, est-ce que je peux utiliser cette histoire ? Je vous remercierai dans les remerciements et tout. Mais... bien sûr, tu vois, et là, oui, non, mais attends, c'est leurs histoires à la base, mais c'est jamais vraiment leurs histoires, tu vois, on les réécrit, et je pense que ça émeut les gens, enfin, tu vois, la grand-mère d'Amaury, quand je vais lui dire, Mamidji, ça y est, regardez, il y a une partie de votre histoire et tout, et de l'histoire de Maïette, votre maman, mais je pense qu'elle va être trop contente, tu vois, d'autant plus qu'elle adore lire, et je crois que, oui, en fait, c'est juste quand je tombe sur un truc qui me passionne, et parfois, j'ai des copines qui me disent des bribes de trucs, et je dis, attends, là, faut que je note, parce que c'est tellement drôle ce que tu viens de me dire, et en fait, je pense que notamment, les dialogues, c'est pas facile d'écrire des dialogues, tu vois. Moi, je suis scénariste à côté et le dialoguer, c'est vraiment pas simple. Mais il y a un truc, c'est justement quand t'entends un bon truc, le noter, te dire que tu vas l'utiliser. Parce qu'il n'y a rien de mieux que le truc qui a été vraiment prononcé. Je crois, hein. J'allais te dire, les dialogues, pour moi, c'est aussi le plus compliqué parce que ça peut très vite sonner réécrit, très très faux. Et justement, c'est clair. Toi, ton roman et tes dialogues sont très vivants. Et donc, toi, tu notes des bouts que t'entends pour que ça sonne vrai. Ouais, il y a des trucs que j'invente, les 3/4. J'imagine quand même des... Ouais. Quand même, mais il y a un bon quart, c'est du vrai. Ouais. Bah, tu vois, pour mon roman Greta et Marguerite, le deuxième, moi, je fréquente pas d'enfants. J'aime pas trop les enfants. Mais rien contre eux, mais je suis pas habituée. Ouais, j'ai grandi toute seule. J'ai jamais grandi. J'ai été à l'école évidemment, mais déjà à l'école, les enfants me faisaient un peu chier. J'étais beaucoup toute seule dans ma petite enfance. Et du coup. Je crois que c'est l'apanage de beaucoup d'enfants uniques, mais en tout cas... Attends, qu'est-ce que je voulais te raconter déjà ? Que pour comment t'as fait parler le personnage, justement, j'imagine, c'est ça, non ? Exactement. Et en fait, du coup, je me suis dit, je veux absolument raconter le personnage d'un enfant, et je veux donner à mon héroïne ce truc de elle aime pas les enfants, et c'est au contact de cette petite fille qu'elle... Et en fait, du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? Élise, ma meilleure amie dont je te parlais tout à l'heure, est maîtresse d'école, et donc elle fréquente, c'est pour ça que j'ai choisi une enfant de 6 ans, 7 ans, parce que c'est les enfants... Et des détails sur ce qu'ils sortent, ce qu'ils... J'ai regardé des vidéos, je suis allée à l'école, j'ai écouté, j'ai pris des notes, elle me racontait. Mes copines qui sont mamans, je leur dis qu'est-ce qu'ils vous disent de très très con ou de très intelligent, quelles sont leurs fulgurances, tu vois. Ah oui, le personnage de l'enfant, il est très très bien croqué, je trouve. C'est pour avoir beaucoup d'amis qui ont justement des enfants. J'ai beaucoup retrouvé leurs enfants dans cet enfant-là, quoi. Ah bah ça le côté inventer des prénoms, les choses comme ça, les dessins animés qui... Enfin, il y a quelque chose où d'un coup, ils changent du tout, d'une phrase à l'autre, d'un sujet à l'autre comme ça. Et t'es là, ah mais il n'y a plus aucun lien, mais ok, très bien, c'est pas grave. Tu pleurais une seconde avant, mais maintenant t'es voilà, bon, ok, tout va bien. D'accord, donc c'est comme ça que tu fais. Bah ouais, mais donc tu t'imprègnes quand même du réel pour en même temps avec la fiction. Voilà, c'est ça, donc tu restes un peu journaliste, c'est intéressant. Bah, je pense qu'en fait, mais c'est pour ça aussi que je pense que tant de journalistes deviennent écrivains, c'est parce que en fait, la vraie nourriture, la merveilleuse écriture est dans le réel, et après, t'as plus qu'à t'amuser. C'est ce que tu observes. La curiosité, c'est tellement la base de tout. Mais tu sais, on se dit ça avec mon mec tout le temps, donc on vit quasiment en autarcie dans notre baraque dans le Perche, et on revient 2-3 jours par semaine à Paris où on a envie de se suicider, mais quand on va bien, et donc quand on est à la maison à la campagne, là dans le Perche, on se dit qu'il y a une raison pour laquelle on supporte de vivre ensemble alors qu'on n'est que tous les deux dans une baraque au fond de la forêt, c'est notre curiosité réciproque. Ouais. Mon mec, c'est l'homme le plus curieux que je connaisse. Il est tout le temps en train de lire un truc que moi, j'ai jamais entendu parler. Ou regarder le matin, il se lève, il me dit, ce matin, je regarde un film que j'ai jamais regardé. Il se regarde un vieux film des années 50. Et je suis là, super, à 7h du matin, tu vois. Et en fait, on se noie. Et ça, la curiosité... Incroyable. Pour moi, c'est le truc le plus sexy chez les gens, tu vois. Et peu importe qui ils sont, à quoi ils ressemblent, les curieux, c'est vraiment les plus sexy. Et je crois que, de toute façon, si t'as pas de curiosité, tu peux pas faire du bon travail, quel que soit ton travail, parce que c'est te nourrir du savoir des autres, etc., qui va faire que... Et je trouve que si tu te nourris du réel, mais c'est là qu'après, tu peux prendre toutes les libertés. Oui, parce que t'as la base, et du coup, ça te permet ensuite d'écrire dessus, d'imaginer des choses. Exactement. T'écris de la fiction, toi, ou pas ? J'avoue, un peu comme toi, sur des Google Docs comme ça, et après je ferme les onglets, et je les réouvre que dans 2, 3, 4, 5 mois après. Ah ouais, mais oui, mais comme beaucoup de journalistes, j'imagine, en fait, on a plein de projets comme ça, et on note, et on...
Mais à force d'entendre des histoires de fou, t'as envie. Mais super. Bah, j'espère que tu vas l'écrire jusqu'au bout et qu'il sera publié, bravo. Bah peut-être qu'un jour c'est toi qui vas m'interviewer, je sais pas. Ah mais j'espère. Non, je t'ai dit, je veux plus être journaliste. Mais oui, c'est vrai. Pardon, dans ton podcast, dans un projet de podcast, comme ça ce sera pas trop journalistique. Voilà. Deux, trois trucs que tu as dit qui me font penser à des questions que j'avais justement et je me disais que c'était les bons moments de les poser. Tu disais que tu aimais beaucoup les sagas familiales avec beaucoup de rebondissements et justement tes 2 romans mettent en scène beaucoup du coup d'histoires familiales. Et je me demandais d'où ça venait justement parce que justement les figures paternelles dans les 2 romans sont justement très dramatiques. Du coup il y en a un... sans spoiler, voilà, les deux meurent, mais il y en a un notamment à la fin de quelque chose dans sa vie qui, voilà, et l'autre, il a une sorte de prophétie qui le poursuit dans le 2e roman, et du coup, il y a un truc très, très romanesque et tout ça. Et les figures maternelles sont aussi très importantes et très vivantes, justement, d'où ça devient cette volonté d'écrire sur les figures familiales. Je crois que déjà, j'adore l'idée d'écrire des familles qui fourmillent de particularités, tout simplement parce que moi j'ai une très petite famille. Moi j'ai grandi avec un père, une mère, et c'est à peu près tout parce que j'ai une très grande famille du côté de mon père. Donc mon père est né à l'île Maurice. J'ai ma famille hindoue est donc là-bas, et j'ai ma famille blanche ici, ma famille française qui est donc ma mère, une tante et 2 cousines qui ont 55 piges, voire 60. Donc on n'est pas proches, tu vois. Du coup moi j'ai pas grandi dans la débauche d'humeur, tu vois, dans la maison, dans l'appartement. J'ai grandi seule, je me suis beaucoup fait chier, et je crois que j'ai beaucoup fantasmé les grandes tragédies familiales, les grandes fratries, etc. Et je crois que aussi parce que comme je n'ai vécu qu'entre ces 2 polarités, ma mère et mon père, je n'ai pas d'autres exemples. Et en réalité, je vais te dire, mon 3e roman parle aussi de sujets familiaux, mais beaucoup plus, plus denses et plus amples, je crois, avec des drames plus originaux. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. J'ai envie d'aller piocher de plus en plus dans la fantaisie. Et je crois que c'est ça qui m'éclate vraiment. Mais ouais, la famille, ça m'obsède. Mais parce que tu sais, quand on vit dans un pays où on a la chance de ne pas se prendre des bombes dans la gueule toutes les 5 minutes, je crois que qu'est-ce qui peut nous driver d'autre que naître, désirer et puis mourir. C'est un peu ce que je raconte dans... Et du coup, dans cette partie qui est désirée, il y a désirer l'amour, désirer l'amitié, désirer la famille. Et donc en fait, pour moi, c'est mes thématiques centrales. C'est le désir, l'amour, l'amitié, la famille, la fraternité, et contrarier tout ça, parce que c'est pas intéressant si tout se passe bien, ça n'a aucune espèce d'intérêt. Donc oui, et contrarier chacune de ces obsessions-là, tu vois. Et ouais, je crois que en fait, on a tous des thématiques un peu obsessionnelles, mais l'idée, c'est toujours d'aller les emmener dans des contrées un peu différentes. Et je crois que, enfin, dis-moi si je me trompe, mais je crois quand même que, même si les thématiques sont assez similaires dans mes 2 romans que tu as lus, je crois que c'est quand même assez... C'est pas amené pareil, de la même manière. Tu vois, mais c'est pas la même histoire du tout. Pas du tout, non, pour le coup, que les lecteurs se rassurent, c'est pas du tout la même histoire s'ils n'ont pas lu les 2 ou si, voilà. Mais ce qui est marrant, c'est que du coup, comme quand tu disais que tu avais fantasmé le voyage que tu aurais voulu faire avec le Covid, là tu as fantasmé une famille que tu aurais voulu avoir, donc avec l'écriture te permet de sublimer ou de changer ton réel et de voir ce que tu aurais aimé peut-être vivre, ou ça te permet de vivre des vies que tu n'as pas eues en fait, c'est assez... Eh bien, tu viens de me psychanalyser. Moi, j'avais jamais réfléchi à ça, pour être tout à fait honnête. Mais oui, c'est complètement vrai. Je pense qu'il y a ça exactement. Moi, j'ai toujours trouvé que la vie réelle était d'un intérêt assez moyen. Et que donc, moi, c'est vrai que les endroits que je préfère sont toujours évidemment font pique-nique à côté. Moi, ce que je préfère, c'est la littérature et le cinéma, précisément parce que ça, en effet, c'est mieux que le réel. Voilà. Ou pire. Mais c'est jamais cette norme un peu moyenne dont on se branle in fine. C'est ça qui est vraiment intéressant, je trouve. Et pour juste compléter ce que je t'ai dit avant, je crois qu'aussi, tu veux un peu faire ce que t'aimes consommer. En l'occurrence, moi, j'ai grandi avec Almodovar, et Almodovar, passion pour la description des familles, des sexualités, et de passages très haut en couleur, très tranchants, très tranchés les uns par rapport aux autres, qui ont tous des secrets, parce que c'est toujours un peu ça chez Almodovar aussi. Et il y a ce côté drame un peu qu'il y a aussi dans tes romans, avec des événements qui viennent casser un peu le récit. Ouais, exactement.
Exactement. Moi, j'aime le drame, j'aime le secret. Le secret, mais en fait, vraiment, mes amis m'ont dit, mais qu'est-ce que t'as avec les gens qui cachent des trucs ? Qu'est-ce que tu nous caches ? Qu'est-ce que tes parents te cachaient ? Je suis là, mais strictement rien, juste... Je sais pas pourquoi, il faut absolument qu'il y ait un putain de secret. C'est pareil dans mon 3e. Hein. Donc, il y en a 2 au moins, tu vois. Mais je crois que c'est parce que c'est aussi amusant d'écrire un petit peu. Petit champagne ? Ouais, petit champagne. Trop sympa. Mais ouais, à côté de nous, ils boivent du champagne. J'ai très envie d'en boire également. C'est très marrant, le petit côté pique-nique de la table à côté des Anglais, je crois. Oui, c'est marrant. Mais non, et je crois qu'aussi, ce qui est bien avec le secret, c'est que ça permet, si tu le fais courir dès le départ de ton texte, ça te permet d'avoir une construction presque thriller, alors que tu es complètement dans le drame familial. Ouais. Mais tu vois, je trouve que c'est intéressant. T'as un peu de suspense, tu vois. Justement, j'allais dire que t'as cette culture-là du cliffhanger, mais t'as répondu parce que tu m'as dit que t'aimais beaucoup les séries et les films. Oui. Justement, je trouve que tes romans ont beaucoup ce côté-là. Et ton premier roman va, si je dis pas de bêtises, être adapté, je crois, en film ou en cours d'adaptation, j'ai vu. Et ça en est où, justement ? Est-ce que ton travail de scénariste rentre en compte là, du coup ? Oui. Avant, j'étais scénariste. Je n'avais de scénariste que le titre parce que tu sais, je sais pas si tu sais, mais la vie des scénaristes, elle est principalement d'écrire des trucs qui sortent pas. Voilà. Donc moi j'ai écrit beaucoup de trucs en vrai qui ne sont jamais sortis. J'ai écrit 3 séries, 2 films. Enfin j'ai écrit beaucoup de choses qui ne sont jamais sorties, qui ont été achetées par des producteurs, qui ont été rachetés par d'autres producteurs, mais qui ne voient jamais le jour. Mais ça c'est c'est 3 quarts des projets. Mon mec est scénariste aussi. Je sais pas, ça fait 6 ans qu'il a pas sorti un truc, tu vois. Donc non, ça c'est le lot des scénaristes. Et là, en l'occurrence, là je travaille. Ça sent très bon à plein de niveaux pour ce film, notamment parce que je travaille avec un formidable co-scénariste qui s'appelle Ahmed Hamidi, qui est le co-scénariste de Gilles Lelouch pour L'Amour ouf, Le Grand Bain, qui est un réal lui-même et tout. Donc lui, il m'ouvre pas mal de portes que j'aurais pas eu sans lui. J'ai des producteurs formidables qui me font une confiance aveugle. Non, pas aveugle, faut pas déconner. Mais qui me font hyper confiance. Et là, on en est au stade où on est en train d'écrire l'adaptation. On est super bien encadré. On est en lecture chez des gros distribs. Donc ça se passe très bien pour l'instant. Et tout le monde y croit, donc on va y croire aussi. Mais oui, en tout cas, l'adaptation est signée en production, etc. Mais tu sais, ça c'est il y a encore un milliard de raisons pour que le truc ne se fasse jamais. Voilà, c'est ça. Donc le cinéma, c'est important pour toi et les séries, et ça se répercute aussi dans ton écriture et dans ta manière d'écrire. Bah t'as un amour, merci beaucoup. Alors les séries, non, ça me fait complètement chier de les écrire. Là, j'écris une série, ça me fait chier. Ça me fait trop chier parce que c'est vraiment un putain de casse-tête. Tu changes un truc, épisode 7, faut tout changer avant. Tous les dialogues, c'est un calvaire. Mais moi, mon rêve absolu, pour te dire la vérité, c'est d'écrire. Bon, déjà, ce que je préfère, c'est écrire des romans. De ma vie, je n'ai jamais fait quelque chose qui me procurait autant de plaisir. Et tu sais, il y a le mythe de l'écrivain, mais parce que je pense que ça, c'est les écrivains classiques qui écrivent de la vraie littérature. Avec de la douleur. Ils écrivent avec leur sang, sont possédés par les dieux de la lune, j'en sais rien. Moi, j'écris par plaisir, en fait. J'ai pas du tout envie de souffrir quand j'existe. Ma vie, mon père est mort à 60 balais, je vais te dire, je sais que la vie est courte. Donc, le truc, c'est que j'ai vraiment envie de m'éclater. Et le roman, c'est génial parce que je peux faire ça où je veux et personne me fait chier. Et tu vois, et j'ai de la chance d'avoir une éditrice qui est absolument formidable, qui me fait vachement confiance. Et voilà, mais mon rêve absolu, ce serait de sortir chaque année mon roman et dans les années qui suivent de le faire moi-même au cinéma. Mais moi-même, c'est-à-dire l'écrire et le réaliser. J'ai fait une formation de réalisatrice l'année dernière au CEFPF. J'ai détesté ça. J'ai détesté l'expérience, mais parce que j'étais pas accompagnée... j'étais bien accompagnée, mais je veux dire, à côté, je devais rendre la nouvelle version de mon roman. Enfin, c'était un bouillon. J'étais dans le bouillon. Il y avait mon podcast. Enfin, tout était en même temps. C'était un enfer. Et donc, l'expérience a été un peu terrible. Mais là, je réalise un court-métrage en septembre. C'est mon premier court-métrage produit professionnel qui s'appelle Coucou, qui est un film d'horreur où une femme se transforme en très méchant oiseau et essaye de tuer une autre meuf. Et oui, donc là, j'ai fait cette formation. Là, je fais mon court-métrage. J'en fais un avec mon conjoint aussi normalement en fin d'année. Et l'idée, c'est que je me fasse vraiment la main pour pouvoir prétendre après faire du long. Incroyable. Ce serait mon rêve. De faire ça toute seule. Enfin, pas toute seule, parce que c'est le travail de plein de gens, mais d'avoir un peu la main sur ça, parce qu'en fait, je sais, et pourtant, j'ai pas d'ego de plume. Quand j'étais journaliste, quand j'étais au L, je me rappelle, j'ai rencontré un de mes meilleurs amis aujourd'hui, qui est journaliste chez Mediapart, qui s'appelle Jean-François Demet. Et Jean-François, un jour, à l'époque, il était SR, il l'est encore aujourd'hui en partie, et je rends un article sur Céline Dion, bon bref, et il me dit, c'est de la merde, ton premier... Il a pas dit comme ça, mais en gros, ton premier paragraphe, ça va pas, fous ça là, et puis je sais pas quoi. Et je lui dis, non, ce que je pense, c'est mieux, il faut faire comme ça. Il me dit, alors attends, c'est moi qui décide, c'est moi qui appuie sur le bouton publier et je te dis que c'est mieux comme ça, abandonne ton ego de plume, sinon tu serais une journaliste malheureuse. J'ai dit, ah ouais, ok, intéressant. J'ai
assez rapidement compris qu'il avait raison, que surtout quand tu travailles sur internet et que tu te prends des hordes de merde où on te chie sur la gueule en permanence dès que t'écris un truc, surtout quand tu parles de cinéma. Tu sais, les gens ils sont jamais d'accord avec toi, ils pensent qu'ils sont plus smart, bref. Donc ils te disent n'importe quoi, qu'est-ce qu'elle est conne cette journaliste en commentaire, avec un vocabulaire fleuri comme c'est se l'approprier internet. Et de fait je me suis vite rendu compte qu'en effet il fallait abandonner son ego, et c'est très pratique quand on travaille avec des co-scénaristes notamment, parce que en fait le principal c'est pas qui a eu la bonne idée, c'est que l'idée soit la bonne, elle existe, et que le film ou le roman soit bon. Et puis, moi, pour mon premier roman, j'ai travaillé avec une super écrivaine qui s'appelle Capucine Delattre, qui a fait un travail d'édition, c'est-à-dire un vrai travail d'éditrice. Elle est venue me dire, bah, ça t'enlève, ce personnage, il est pas bien. Et elle m'a appris qu'en effet, il fallait écouter. Quand un professionnel te dit ça, on s'en fout, on s'en fout. Et ça sert à rien de passer sa vie à lutter par ego, tu vois. Et je trouve que ça, c'est un travail, un apprentissage formidable. Et quand tu commences, l'ego, on le met dans tous les autres endroits de notre vie. Si on peut s'abstenir de le mettre dans le travail et dans de la création artistique, le principal, c'est que ce soit bien, peu importe qui a eu l'idée, tu vois, je pense. Le deuxième roman, est-ce que tu as aussi une éditrice? Et justement, qu'est-ce que tu retiens de ce que tu as appris sur le premier roman? Et sur le deuxième, est-ce que ton écriture a changé, ta manière de faire? Est-ce que tu as été justement dans une ville que tu ne connaissais pas? Tu m'as parlé de notre pays, qui est aussi dans ton deuxième roman. Comment est-ce que tu as changé entre le premier et le deuxième roman, et peut-être du coup maintenant le troisième, dont tu m'as aussi beaucoup parlé? C'est vrai. En fait, je crois que... plusieurs choses pour te répondre. Entre le premier et le deuxième, j'étais déjà dans ma maison d'édition. Donc j'ai travaillé déjà avec mon éditrice, mais moi j'ai la chance d'avoir une formidable agent qui s'appelle Susanna Léa, qui est une agente anglaise qui est vraiment formidable, et qui au sein de sa boîte, de son agence, a une script doctor. Donc quelqu'un qui vient remettre de l'ordre dans ton texte. D'accord. Et donc nous, avant même d'envoyer à mon éditrice, on a fait un premier travail qui a été de faire relire le texte par un script doctor qui m'a dit, tu vois ça, et là on a de la chance, la structure était nickel sur celui-là, mais il y avait d'autres choses qui pêchaient, des personnages qui n'étaient pas assez différenciés les uns des autres. Et donc on a fait ce travail avant même de l'envoyer, parce que comme on le sait, on n'a jamais deux fois l'occasion de faire une première bonne impression, même auprès de gens qui nous connaissent déjà. En l'occurrence, c'est hyper important, je crois, de soigner avec vachement de soin nos relations à nos éditeurs. Moi, je fais vachement attention à ça et à essayer de présenter un travail qui est déjà un peu correct. Et là, mais c'est vrai que celui-là, on l'a beaucoup plus retravaillé que le premier, où j'avais passé des mois et des mois à réécrire. Là, il faut dire que ce texte-là, je l'ai rendu en octobre et qu'il est sorti en mai, donc il fallait qu'il soit terminé en janvier-février, donc tu vois, c'est très court pour réécrire. Or, on le sait, écrire, c'est réécrire. Donc là, je suis arrivée pour ce deuxième avec un texte qui était quand même assez abouti. Et après, on a passé 2-3 mois à réécrire vraiment. Et là, j'ai eu un accompagnement formidable d'une de mes éditrices qui s'appelle Marie Gray, et qui a vraiment fait ce travail d'accompagnement ligne par ligne. Elle me dirait ça et ça, et est-ce que là, on changerait pas ce mot? Et là, on est vraiment dans la cosmétique du texte, tu vois, vraiment dans le vocabulaire. Et ça, c'est passionnant, même si t'en sors, t'as l'impression d'être complètement zinzin, parce que t'as dit, attends, j'ai relu ce texte 8 fois. Puis tu sais, il y a le moment avant que le roman n'existe et qu'il soit publié, où t'as envie de le cramer. Et de dire, ah, c'est de la merde. Mais bien sûr, bien sûr. Et à chaque fois, j'appelle mon éditrice. D'ailleurs, je pense qu'elle me hait parce que vraiment, les 2 mois avant que mon roman sorte, je l'appelle 3 fois par semaine pour lui dire je déteste ça, je veux tout cramer, je déteste. Enfin, rien ne va. J'ai pris une personne de Romuald en fait. Ça, on arrête ça. Qui est du coup quand même un des personnages principaux de ce roman. Le papa qui meurt, on l'a dit. Du coup, on a spoilé une grande partie du deuxième roman, mais ça arrive assez vite. Ça arrive assez vite. Ah oui, bah oui, c'est vrai que c'est dit dès le prologue. C'est vrai. Pas le prologue, mais le premier chapitre, je crois. Donc en fait, ça va. Mais... Et puis c'est écrit sur la 4e, un grand malheur les frappe toutes les deux. Bon, bah, il n'y a pas 50 000 malheurs. Soit il a un cancer, soit il est mort, tu vois. Donc, ou il est paraplégique. Mais pas un truc fun. Donc, a priori, c'est pas un énorme spoil, tu vois. Tout va bien. Ah ouais, donc du coup, et sur le premier, t'avais moins travaillé à ce point-là le texte, t'avais moins cherché, peut-être parce que t'avais moins le temps ou... Non, je l'ai plus travaillé, mais en fait
sur un temps plus long. C'est ça le truc. Ouais. Là, j'ai beaucoup retravaillé, mais dans un temps très court. Donc, du coup, ce qui a amené peut-être plus de stress, plus de remise en question, plus de... Ah bah ça a été stressant, ça c'est sûr. Pas l'écriture en elle-même, mais vraiment la réécriture a été un peu stressante parce que j'ai pas arrêté de remettre en doute, parce que j'ai pas eu le temps de laisser mon texte pendant 2 mois, tu vois. Or, pour le premier, j'avais pu l'abandonner 2-3 mois, revenir dessus avec un regard frais. Au bout d'un moment, quand t'as la tête dans le guidon, tu sais plus voir, tu vois, si ce que t'as dit, si ce que t'as écrit c'était bien, ou si c'était de la merde de A à Z, tu vois. Mais là, il faut faire confiance aux éditeurs. Moi, j'ai une éditrice qui est formidable. J'ai la chance d'être éditée par la boss de chez Lattès, Véronique Cardy, qui est vraiment quelqu'un de formidable en qui j'ai toute confiance. Et oui, l'accompagnement a été parfait grâce à Marie aussi. Non, mais de toute façon, moi, c'est pas parce qu'il y a mon attachée de presse de l'autre côté de la salle, hein, mais de toute façon, elle entend pas là, elle est même plus là. Non, elle est à l'intérieur, sérieux. Voilà. Mais l'accompagnement que j'ai chez Lattès, il est formidable. Il est à taille humaine, et je crois que c'est très important pour les gens qui nous écoutent et qui veulent faire publier leur texte, de pas forcément aller au premier qui va dire oui, mais de s'armer de patience pour être avec les gens qui vont vous accompagner correctement. Et je dis ça d'expérience, parce que quand j'ai commencé à être scénariste, j'ai beaucoup travaillé avec des gens parce que c'était les premiers à avoir dit oui à mon texte et que je voulais tellement que ça existe que je partais avec des gens qui n'étaient pas compétents. Et aujourd'hui, je le sais, je me fie à mon instinct. Si mon instinct me dit branleur en face de toi, il préfère boire des bières que de bosser et de trouver des financements, c'est non, tu vois. Et en fait, c'est pas grave, je pense qu'il vaut mieux dire non pendant longtemps et attendre, apprendre la patience. Moi, j'apprends la patience de ouf grâce à ce métier. Comment ça s'était passé pour le premier roman, justement ? Est-ce que tu avais galéré avant de trouver un éditeur ou une éditrice, ou est-ce que tout de suite ton roman a plu et du coup tu l'as envoyé et JC Lattès a dit c'est bon ? Mon roman t'aimerais dire en fait, il a plu tout de suite, il a été publié tout de suite, c'est faux. Non, c'est bien sûr faux. J'ai envoyé à plein de maisons d'édition. En fait, au début j'étais toute seule, j'avais pas d'agence, j'avais pas de rien. D'accord, et c'est après que t'as... C'est ça. Et en fait, donc la première fois j'ai envoyé à plein de maisons qui m'ont toutes refusé. En plus, tu sais, t'es pas forcément lu par les éditeurs, t'es lu par des stagiaires, des comités enfin bon, bref, ça passe par plein de trucs. C'est pas forcément les éditeurs. Donc en plus, c'est terrible parce que tu te dis peut-être que quelqu'un plus au-dessus aurait dit oui, on n'en sait rien. Et donc là, j'étais très frustrée. Et en fait, j'ai la chance d'avoir une copine qui s'appelle Capucine Delattre, que j'embrasse car c'est totalement grâce à elle. Capucine qui a sorti à 23 ans 3 romans. Elle est trop chiante, je la déteste. Et elle est extrêmement talentueuse, intelligente, drôle et belle. Et Capucine, à l'époque, travaillait chez Susanna Léa, qui est mon agent aujourd'hui. Et elle a lu le texte, elle m'a dit écoute, je pense que ça pourrait plaire à Susanna. Elle m'a présenté à Susanna, on s'est bien entendu. Elle a pris le texte, elle me l'a fait, elle l'a vraiment pris en main, elle m'a payé la script doctor, on a rebossé le texte pendant des mois, peut-être 6 mois, au terme desquels elle a ciblé Lattès a lu, a adoré, et du coup on a publié très peu de temps après. Je crois que j'ai appris la bonne nouvelle, c'était fin décembre, début janvier, on est sorti en avril. Ah oui, j'allais dire, avril. En avril ou début mai, non je crois que c'était le 2 mai, non. Enfin bon bref, c'était fin avril, début mai, printemps. Et voilà, mais en fait avoir un agent, et ça c'est un conseil que je peux donner aussi aux gens qui veulent un agent, ça change quand même pas mal la donne. Pour moi ça a changé ma vie clairement à tous les aspects. Et en fait il vaut mieux donner de l'argent à quelqu'un, mais que tu en gagnes par ailleurs. Voilà, exactement. Ça. Parce que sans mon agent, je sais pas si j'aurais réussi à faire publier mon texte. Donc il y a de fortes chances que non. Et même si tu vois, on a tendance à croire que quand on a une petite communauté, moi j'ai pas une grande communauté, j'ai eu 30 000 abonnés, mais je veux dire, quand t'es connu par les podcasts notamment, les gens ont tendance à croire qu'on va te dire oui parce que du coup, mais en fait non, moi je suis pas une personnalité, donc les gens s'en battent les steaks. Et en fait, je pense que de toute façon, il faut jamais miser sur la popularité, il faut toujours miser sur la qualité. Je crois des histoires, et en fait c'est ça qui finit toujours par toucher les gens, c'est les histoires qu'on raconte. C'est un truc qu'on a depuis l'enfance, se faire raconter des histoires par nos parents, et c'est un truc dont on a encore besoin adultes, surtout dans ce monde affreux dans lequel on vit actuellement, sans vouloir plomber l'ambiance. Et c'est du coup l'écriture, pour un peu battre en brèche parfois des stéréotypes qu'on peut avoir, pour toi, c'est une aventure totalement collective, d'après du coup ce que je comprends. Pour toi, tu l'envisages vraiment comme des relectures de partout, des bouts d'écriture, d'histoires que tu prends de tes proches, de gens que tu... Voilà. Pour toi, l'écriture, c'est quelque chose, du coup, tu dirais de collectif, c'est une bonne question. Tu fais si bien ton métier, je l'ai jamais fait comme ça. Bravo. Non, arrête. Oh, tu es tellement fort, tellement plus fort que moi. 6h cette nuit, je sais même pas si c'est toi aussi moi c'est la chaleur. Toi c'est la chaleur. T'es blanc. Mais non, oui, c'est vrai que
Alors je dirais qu'en fait c'est les deux, c'est à la fois une aventure solitaire et collective. C'est ça la particularité de ce métier, c'est que tu écris seul, mais sur les histoires des autres, et t'es jamais vraiment seul quand t'écris à la fois. Pourquoi ? Parce que t'es avec tes personnages. Et moi j'avoue que mon deuxième, comme je l'ai écrit en peu de temps et que j'ai été m'enfermer en Finlande en partie pour le faire, j'ai loué une baraque avec mon mec qui écrivait un scénario, et on a fait que écrire pendant plusieurs semaines. Voilà, on est à peine sorti de notre cabane en bois et de notre sauna, on s'est baladé, mais on a fait, et bon, on a bouffé au resto midi et soir, mais je veux dire, à part ça, on a beaucoup écrit. Et en fait, c'est ce que je lui racontais. Je lui disais, moi, j'ai l'impression de vivre avec mes amis, mes maîtresses. Enfin, je suis tombée amoureuse de Marguerite complètement. Mais vraiment, j'ai fini par développer des sentiments amoureux pour elle. Et je pense que, voilà, il y a des choses qui ont fini par se passer entre mes deux héroïnes qui sont ce que moi, j'ai éprouvé pour mes héroïnes. Et je crois que ça, c'est très intéressant de se dire qu'en fait, t'es pas prêt parfois pour les émotions que tu vas développer pour des gens qui n'existent pas. Et donc, ouais, t'es jamais seule quand t'écris. À la fois, t'es seule physiquement. Et après, l'aventure, elle est tellement partagée parce qu'en plus on oublie que derrière le texte il est lu et que les gens t'écrivent beaucoup pour te raconter. Tu reçois beaucoup de réactions. Énormément. C'est génial, ça. Mais je pense que comme je fais des podcasts, les gens ils m'ont dans leurs oreilles toutes les semaines. Du coup je pense qu'ils m'ont identifiée comme une copine et que du coup il n'y a pas de mur, il n'y a pas de barrière. Ce qui est super pour le deuxième et ce qui a été terrible pour le premier parce que du coup tout le monde m'a livré mon père est mort, ma mère est morte, mon mec s'est suicidé comme j'écrivais sur le deuil. Là pour le 2, beaucoup moins, mais du coup les gens se sont concentrés sur l'histoire vraiment qui était distincte de ma tronche. Et ça c'était formidable et je voudrais dire merci aux gens, franchement, parce que quel torrent d'amour je me prends. Alors il y a aussi des gens qui disent des trucs pas sympas sur Babelio, ça arrive, tu vois. Mais d'ailleurs si vous aimez Greta et Marguerite, si vous avez aimé Les Jours Mauves, n'hésitez pas à laisser un commentaire positif sur Babelio, ça m'aide Babelio, toujours. Ça peut aller très très vite les commentaires un peu où des gens pensent qu'ils sont des commentateurs littéraires et ils vont d'un coup te descendre parce que t'as mis un personnage racisé ou machin ou LGBT, genre c'est assez fou je trouve. Ah non mais c'est insupportable. Moi c'est toujours, pour le premier c'était il y a tellement de sexe gratuit. Non il y a vraiment 2 scènes, vraiment 2 et c'est vraiment raconté avec un vocabulaire tellement peu graphique que vous foutez un peu de ma gueule. Mais bon, on va passer sur votre mauvaise foi et on va dire que chacun a son opinion. Mais oui, en tout cas, c'est vrai que l'écriture a cette particularité d'être une aventure à la fois solitaire et collective. Et il ne faut pas oublier qu'un livre, c'est le résultat livre et l'aboutissement d'une collaboration entre plein de gens. Il y a, tu vois, tes éditeurs, les gens qui s'occupent des relations libraires, les attachés de presse, les fabricants, les libraires évidemment que j'adore, c'est vraiment les gens les plus gentils en général, les plus sympas, je les adore, merci aux libraires d'exister. Et puis après il y a les lecteurs sans lesquels le métier n'existerait pas, parce qu'il faut encore que les gens achètent des livres pour qu'on continue à en faire. Et en effet c'est une aventure qui concerne en réalité beaucoup de monde. Et puis même tes proches, tu sais, qui se sentent très investis, qui veulent savoir, puis qui te donnent leur avis alors que tu leur as rien demandé. Mais moi j'avoue, mon premier lecteur c'est mon compagnon qui me donne de très bons conseils puisque c'est son métier d'écrire des histoires. Oui, et qui en plus a l'air d'être entouré d'histoires, que ce soit les films à 7h du matin ou le livre que ça a l'air... C'est Jean-Michel Histoire. Moi, à chaque fois, mais vraiment, je suis impressionnée par ce gars. Il a 1000 idées par minute, mais qui sont tellement meilleures que les miennes. Et je suis là, mais c'est dingue, mais fait. Alors non, il ne faut pas se dévaloriser. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Quand même. Non, surtout qu'on écrit 2 romans et que le 3e arrive. Attends, je l'ai pas, je suis en train de l'écrire, mais je l'ai pas vendu encore. Là, t'es Simon, arrête de dire que tu publies ce roman alors qu'on n'a rien acheté. Mais on te souhaite, en tout cas, du coup, une belle aventure pour le 3e, une aussi joyeuse et une aussi collective, du coup. Et très hâte de voir ce que tu vas nous sortir comme drame familial dans ce 3e roman là. Moi aussi j'ai hâte de voir où ça va aller et j'ai hâte de lire ton roman, mon cher Clément. J'ai trop hâte de lire. 2028-2029 on va dire. Merci beaucoup Kalindi. Merci mon cher Clément. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver toute première fois sur Spotify, Deezer, Apple Music et Google Podcast et également aller suivre et liker les pages Twitter et Instagram. Merci.